Bon matin tout le monde. Ce matin, on va y aller avec un cas peut-être un petit peu plus sensible. Quand ça concerne des enfants, évidemment, c'est toujours plus, je sais pas, il y a un petit quelque chose de différent. Et quand c'est une affaire non résolue en plus, ben, c'est doublement plus fascinant, oui, pour certaines personnes, mais ça nous interpelle, là, c'est des choses. Mais évidemment, le cas qu'on va parler, date de 1905. Donc, pour une affaire non résolue, il ne faut pas s'imaginer qu'on va résoudre ça nous-mêmes comme ça. Bien au contraire, il n'y a aucune promesse dans ça. Et c'est un sujet même sur lequel je reviendrai parce que certains documentaires laissent entendre des fois qu'on peut résoudre en tant que public, puis tu sais, mais bon, bien souvent c'est fait pour multiplier les codes d'écoute, là, c'est tout. Entretenir un suspense. Mais pour être honnête, là, c'est ça. J'en avais écrit un article là, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines. C'est l'affaire du petit Ralph Endoska qui avait 12 ans. Et l'action se passe en Estrie, le 16 août 1905. Le petit Ralph, lui, bon, son père travaillait. Il y avait un camp temporaire là, situé entre Kingsbury et Windsor Mills en Estrie qui travaillaient. C'était des Italiens principalement. C'est ce qu'on disait dans les journaux à l'époque. Là, c'est assez vague parce que des camps de travailleurs, évidemment, c'était de passage seulement. Donc, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces, je pense, sauf ce crime-là, malheureusement. Voilà, lui, son père, à Ralph, travaillait à distribuer l'eau parmi les travailleurs, donc il rafraîchissait les travailleurs et tout ça. Puis cette journée-là, Ralph Endoska et son ami James Todd, apparemment du même âge que lui, sont allés chercher de l'eau à une source. On ne parle pas de la distance vraiment, mais son ami Todd conduisait le tombereau. Un tombereau, c'est bon, une genre de charrette si on veut, mais avec seulement 2 roues tirées par un cheval. Et évidemment, vous allez m'entendre dire souvent des fois le mot voiture. On va essayer de faire la différence dans mon vocabulaire entre voiture et automobile. Une voiture, c'est conduit par un cheval ou des chevaux, alors qu'une automobile, c'est un moteur, comme on connaît aujourd'hui. Mais c'est ça, vu que je croise souvent ou que je fais affaire souvent avec des cas anciens, ben, il faut faire la différence parfois. Donc, il revenait avec l'euro, le baril, avec un baril rempli d'eau. Donc, il revenait, il était à peu près 18 heures cette journée-là, et en bordure du chemin, il y avait un homme masqué d'un foulard rouge qui les attendait sans aucune raison. Ben, pouf! Il a tiré le petit Ralph Endoska est tombé de son cheval. Lui, il accompagnait son ami à d'autres cheval à côté. Il est tombé, apparemment mort sur le coup très rapidement. Son ami, évidemment, bon, il s'est précipité sur le camp, tout ça. Ça, c'est. En résumé, c'est le crime. On n'a pas revu, là, des hommes sont arrivés après ça sur les lieux euh, où le petit cadavre était encore, mais on n'a pas trouvé de traces du tireur, évidemment. Ce qu'il y a de particulier, évidemment, quand on a une certaine expérience là, qu'on a vu plusieurs homicides commis, tout ça, bon, le meurtre d'un enfant commis dans cette situation-là, c'est assez rare. On parle d'embuscade, on parle d'armes à feu aussi. Normalement, les enfants qui sont tués par des étrangers, on ne se le cachera pas, ce qui n'est pas non plus très fréquent. Mais quand ils sont tués par des étrangers, c'est souvent par des tueurs qui veulent assouvir certains instincts pervers, comme on dit. Donc, ils ne prendront pas des armes à feu. Souvent, c'est par strangulation, par arme blanche et bon, tout ça. Donc, ce qu'il y a de particulier, pour l'époque aussi, là, c'est particulier. C'est pas parce qu'on est en 1905 que ça se tirait plus qu'aujourd'hui. On n'avait pas de gang de rue en Estrie encore, mais c'est des choses qui arrivent. Ce qu'il y a de particulier dans ça, c'est que je le disais dans mon article il y a quelques semaines, le 18 juillet, donc un petit peu avant, quelques semaines avant, il y a eu une attaque aussi par un tireur qui portait un foulard rouge, mais dans ce cas-là, il s'avisait un adulte et c'était pour l'argent qu'il transportait. Donc, puis il a survécu dans ce cas-là, donc la victime n'a pas été tuée. Mais là, on a un motif du vol, tandis que dans le cas du petit Ralph Endoska, ça ne semble pas avoir de lien parce que, bon, ça serait difficile
de mettre le vol dans ce cas-là, parce que voler un baril d'eau, on s'entend que c'est pas terrible là, si c'était ça le motif du vol. Tant qu'à moi, au lieu de tuer quelqu'un pour avoir de l'eau, j'irais dans une autre source ailleurs. Il me semble que même en 1905, c'était plus facile de trouver de l'eau. En tout cas, à moins que, bon, ce qui n'est pas dit, évidemment, à moins que il y avait quelque chose dans l'air qui, je sais pas, mais par exemple, une rumeur comme quoi que Ralph pouvait transporter de l'argent dans ses pantalons ou quoi que ce soit, mais bon, on pense pas non plus que le cadavre a été fouillé. Il y a 2 bûcherons aussi dans ça, avant d'en venir à la suite, là. Il y a 2 bûcherons qui ont été arrêtés par après. C'est ce qui pourrait se rapprocher peut-être le plus d'une certaine réponse. Le 22 août 1905, ces 2 bûcherons-là s'appelaient Norbert Ayotte, 60 ans, et Georges Lapierre, 20 ans, qui vivaient apparemment en ermite, là, et tout ça, puis ils possédaient des mouchoirs rouges et une arme à feu, apparemment du même calibre, mais on ne précise pas le calibre, malheureusement. Mais bon, le juge, après avoir étudié leur dossier, le juge les a libérés, faute de preuves. Donc, malheureusement, on ne peut pas en savoir plus. Et vu qu'il n'y a pas eu de... Je sais pas, ils n'ont pas comparu, ils n'ont pas laissé de traces, en tout cas dans les archives. Je pense pas qu'on puisse en savoir beaucoup plus, savoir s'ils ont été libérés trop rapidement ou s'ils étaient vraiment innocents. Là, bon, tout ça. Donc, pour aller un petit peu plus loin, vu que c'est une affaire non résolue, tout ça, vous m'excuserez si je regarde pas toujours la caméra pour vous fixer dans vos beaux yeux. Mais j'ai fait commander l'enquête de coroner dans ce dossier-là pour essayer d'en savoir plus. Tu sais, quand c'est des cas non résolus, des fois, on essaie, même quand c'est résolu, les enquêtes de coroner nous en apprennent aussi beaucoup plus. Puis c'est quand même, ça reste des documents officiels, puis des documents quand même sérieux. Et on partira pas sur des dérapages avec des informations des fois un peu boiteuses. Donc, l'enquête de coroner de Ralph Andoska, ça ressemble un peu à ça. Et oui, écrit à la main. Les dactylographies, pourtant, il y en avait à cette époque-là là, pour les sténographes, là, mais dans ce cas-là, ça dépendait aussi des coroners, tout ça. Donc, ce coroner-là, il n'était pas encore à la haute pointe de la technologie. Ce qu'on apprend un peu plus, ce qui peut être étonnant, c'est qu'on apprend dans la description que Ralph Andoska, donc la victime, effectivement, il avait 12 ans, décrit comme un garçon de 12 ans, mais la peau noire, dark complexion. Est-ce que c'était un noir ou à force de travailler dehors, il y avait la peau plus sombre que les autres? Je ne sais pas, c'est pas plus précisé que ça. On apprend que les blessures concernaient le côté gauche, des petites blessures de 1/4 de pouce de diamètre au-dessus de la 8e côte, qui avait des blessures similaires un peu partout. Donc, on peut présumer que ça pouvait être une décharge de fusil de chasse. Fusil de chasse, par exemple, comme un calibre 12, là, parce que c'est important. Plusieurs journalistes, plusieurs auteurs et plusieurs personnes dans le public font l'erreur. J'ai une certaine formation dans les armes à feu et tout ça, donc je sais faire la différence. Grosso modo, une carabine, c'est une balle unique à canon rayé, et puis un fusil de chasse, le vrai terme qu'on devrait employer, fusil de chasse, c'est à canon lisse, donc la plupart des canons lisses tirent des gerbes de plomb, donc c'est plusieurs plombs, comme un calibre 12 par exemple, si vous avez déjà vu l'effet que ça fait. Mais évidemment, les canons lisses peuvent tirer aussi des balles beaucoup plus grosses qu'on appelle en anglais des slugs, mais dans ce cas-ci, là, ça semble en tout cas être soit une gerbe de plomb, qui c'est pas super précis non plus comme description, mais s'il y a plusieurs trous similaires et que les témoins ont entendu un seul coup de feu, c'est probablement une décharge de fusil de chasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend de plus dans l'enquête de coroner? C'est ça. Dans le dos de la victime, on a apparemment que l'autopsie a dénombré 68 petites blessures de même dimension. Donc, on parle évidemment d'une décharge. Et puis ensuite, il y a des témoins. Je ne vais pas me mêler parce que là, je pense que je suis mêlé avec d'autres enquêtes de coroner. J'en commande pas assez d'ailleurs. Il y a John Keenan, qui lui se trouvait à peu près une centaine de pieds quand c'est arrivé.
Il a entendu le coup de feu. Et puis il a vu le jeune Todd, donc l'ami de Endoska, tout ça. Ce qu'on apprend avec lui, c'est que il a vu personne, sauf un dénommé Louis Durand-Lot, qui arrivait de la direction opposée. Mais on dit qu'il y a Louis Durand-Lot, oui, mais on ne sait pas si on l'a soupçonné ou pas. On n'a pas fouillé ses poches savoir s'il possédait un foulard rouge non plus. Keenan est revenu sur place après ça avec un autre monsieur. Et attendez un peu, le corps, un Italien, est venu voir le corps et est reparti vers le camp. Donc ça aussi, ça nous apprend qu'il y a quand même certaines personnes qui ont pataugé autour de la scène de crime. Évidemment, la scène de crime n'a pas été protégée. Il y en a qui m'ont déjà posé la question. Là, c'est vraiment du cas par cas là, dans ce temps-là, parce qu'en 1897, donc quelques années avant le cas qu'on parle, la scène de crime dans l'affaire de Cordelia Vio, qui avait tué son mari avec l'aide de son amant, la scène avait été protégée. Donc, c'était pas encore uniforme peut-être partout, mais c'est sûr qu'une scène en extérieur en plus, là, c'était difficile à faire respecter. Bon, il y a un certain Donato Gargarelli qui connaissait la victime, qui a témoigné lui aussi. Il revenait de son travail quand c'est arrivé. Il a vu un homme qui pointait une arme vers lui, mais qui lui a fait signe avec sa main qui voulait dire keep away, on voulait dire va-t'en, c'est pas sur toi que je veux tirer, donc ça pourrait peut-être laisser croire que le tireur, est-ce qu'il attendait quelqu'un en particulier, donc il visait l'enfant. Pourquoi? Pour en vouloir au père, je sais pas, c'est des motifs assez rares de tuer un enfant pour en vouloir au père. C'est assez si ça serait ça, en tout cas ça serait assez tordu, mais merci. Puis il a vu que cet homme-là, le tireur qui portait un foulard rouge, et ses vêtements semblaient être ceux d'un travailleur, des vêtements sombres. Donc on en apprend beaucoup, des petits détails comme ça avec l'enquête de coroner. Puis il a précisé qu'il ne portait pas de salopette. Mais sans dire pourquoi. Donc, est-ce que la plupart des travailleurs au camp portaient des salopettes, ce qui pouvait être une particularité dans ce cas-là pour décrire le tueur? On ne sait pas. C'est évidemment pas des enquêtes aussi complètes qu'aujourd'hui. Puis le tueur se tenait à 15 ou 20 pieds de la route, selon ce témoin-là. Il portait aussi un chapeau noir et son fusil n'avait qu'un seul canon. Donc, si c'était un fusil de chasse, c'était un fusil à canon unique et non pas à canon juxtaposé ou superposé, comme les chasseurs vont savoir de quoi je parle à ce moment-là. Bon, le petit Todd, lui, a témoigné dans le fait que son ami Endoska, évidemment, se trouvait à peu près à 25 pieds en arrière de lui quand c'est arrivé. Mais on n'a pas... lui n'apprend pas beaucoup plus parce que je pense quand il a entendu le coup de feu, il est parti. Et voilà, le plus vite que c'est, mieux que c'est. Hein? Puis Endoska ne lui a jamais parlé. Ok, ça c'est une autre précision, probablement qu'il répondait à la question du coroner. Il a dit que Endoska ne lui a jamais parlé, que quelqu'un lui avait fait des menaces, par exemple. Donc, on lui connaissait aucun ennemi, si on peut dire. Il y a Fred Brooks qui a témoigné aussi. Un homme lui a dit qu'il n'a pas vu d'arme dans ses mains. Il ne peut pas dire que c'était un Italien ou non. Donc encore, on reste dans le vague. Et pour terminer, on parle de foulard rouge. Encore une fois, quelqu'un qui a vu le tireur. Foulard rouge, quelqu'un de mince et mesurant 5 pieds 8 pouces. Voilà. Donc, êtes-vous capable de me trouver quelqu'un qui mesurait 5 pieds 8 pouces et qui était vivant en 1905? Évidemment non. Donc on aura compris que c'est à peu près tout ce qu'on peut apprendre au maximum, si on veut. On ne peut pas vraiment aller de façon plus exhaustive que ça. Parce qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accusé. Si on avait eu un procès, par contre, on aurait pu avoir les résultats de l'enquête policière et tout ça. Mais en 1905, les dossiers de police de la police provinciale, l'ancêtre de la SQ,
de la SQ, pardon. Des fois, j'ai des petits nodules. Ben, ils n'ont pas été conservés. Ça commence seulement en 1920. Donc, on ne peut pas aller tellement plus loin de ce côté-là. Puis ce qu'il y a de plus triste aussi, ben, comme je l'avais écrit dans mon article, c'est que les travailleurs, à peu près un an après, ils ont fini par terminer leurs travaux, puis ils sont déménagés, ils sont repartis, donc ils ne sont pas revenus. Donc, aller identifier le tueur après, là, vraiment, là, c'était un peu comme nos Iroquois qu'on parlait à l'époque de la Nouvelle-France, là, qui se fondaient dans la masse, et bon, tout ça. Donc, qui a tué Ralph Andosca? Évidemment, ça va rester un de nos grands mystères québécois dans le domaine du crime, malheureusement. On n'aura jamais de réponse à cette question. Merci beaucoup, bonne journée.